Si les dates du baroque varient d'un pays à l'autre, on s'accorde à situer l'ensemble entre le commencement du XVIIe et la première moitié du XVIIIe siècle. Cela n'implique pas pour autant que tout ce qui appartient à cette époque soit baroque. L'époque baroque a tenté de dire « un monde où tous les contraires seraient harmonieusement possibles ». Les Français appellent classique l'architecture du siècle de Louis XIV et de ses successeurs et rejettent l'appellation péjorative en français de baroque. Cette opposition entre un classicisme raisonnable à la française et un baroque excessif à l'italienne trouve sa source dans une volonté affirmée dès le XVIIe siècle de supplanter Rome, et dans les faits, c'est le moment où Versailles et la cour du roi Soleil prennent la place de l'Italie comme foyer de rayonnement culturel. Le terme classicisme est utilisé pour la première fois par Stendhal en 1817 pour désigner les œuvres qui prennent pour modèle l'art antique par opposition aux œuvres romantiques. Mais il va de soi que les auteurs du XVIIe siècle n'avaient pas conscience de ces catégories et que la littérature dite baroque a très largement nourri la littérature dite classique. Il en va de même pour le maniérisme qui précède le classicisme et le rococo qui le suit. L'architecture classique française est issue de l'admiration et de l'inspiration de l'Antiquité. Elle fut inventée pour magnifier la gloire de Louis XIV, puis rayonna dans toute l'Europe. Cette architecture devient à l'étranger le reflet de la puissance du roi de France. Le tournant est le refus des plans du Bernin en avril 1665 pour la colonnade du Louvre. L'architecte le plus célèbre, le plus demandé d'Europe est rejeté par la cour de France. La colonnade du Louvre constitue la façade orientale du palais du Louvre, elle Sully. Elle a été édifiée entre 1667 et 1670 et passe pour l'un des chefs-d'œuvre du classicisme français. Malgré son nom de colonnade Perrault, il pose encore un problème d'attribution, sa conception étant le fruit de multiples influences, dont celle de Louis le Vau, architecte du roi, Charles le Brun, premier peintre du roi, et Claude Perrault, architecte. Salomon de Brosse devient l'architecte de la reine Marie de Médicis en 1614. C'est dans ce contexte qu'il dresse les plans du palais du Luxembourg à Paris, inspiré du palais Pitti à Florence. Son style se trouve à la charnière entre Renaissance et XVIIe siècle. Il utilise un langage classique et sobre. Le marché de la construction est retiré à Salomon de Brosse en 1624 et rétrocédé au maître maçon Marin de la Vallée. Une série de toiles avait été commandée à Rubens pour chacun de ses appartements, qui devait former deux cycles, le cycle de la vie de Marie de Médicis, dessiné à la galerie de son appartement, et un cycle de la vie d'Henri IV qui n'a jamais été terminé. La série consacrée à la Reine-Mère est aujourd'hui conservée au musée du Louvre. L'église Saint-Gervais, située sur la place Saint-Gervais à Paris, est construite de 1616 à 1621 et la façade est due à l'architecte Salomon de Brosse. Cette façade, qui donne sur la place Saint-Gervais, se compose d'un corps central à 3 niveaux et de 2 ailes à 2 niveaux seulement. Le rez-de-chaussée est orné de colonnes doubles et cannelées. Le premier étage, qui reprend le même agencement, est orné de niches abritant la statue de Saint-Gervais, sculptée par Antoine-Auguste Perrault, et de Saint-Protais par Antonin Moine. Le dernier étage est formé d'un grand fronton curviligne, en partie évidé, contrebuté par des ailerons. Les 2 ailes sont couronnées de statues de Saint Matthieu et de Saint Jean l'Évangéliste. Louis le Vau est l'un des créateurs du classicisme français, le style Louis XIV, qu'il s'est marié avec le style baroque. Il crée un style caractérisé par la simplicité des constructions et l'élégance des décorations. Son plus grand ouvrage demeure le château de Vaux-le-Vicomte, bien qu'il travaille également sur les plans du château de Versailles. Il est construit pour le surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet, qui fit appel aux meilleurs artistes de l'époque pour bâtir ce château. L'architecte Louis le Vau, premier architecte du roi, 1556, le peintre Charles Le Brun, fondateur de l'Académie de peinture 1648, le paysagiste André Le Nôtre, contrôleur général des bâtiments du roi 1657, et le maître maçon Michel Villedot. Les jardins situés au sud du château sont remarquables par leur dimension et leur style. Les bassins, les statues et les allées, bien ordonnés, en font un jardin à la française. Pour les dessiner, Louis Le Nôtre utilise les effets d'optique et les lois de la perspective dites
perspective ralentie. Plus les éléments du jardin sont éloignés du château, plus ils sont longs ou hauts. Ainsi, le parterre des broderies est 3 fois plus petit que le parterre de gazon, situé au bout du jardin. De même, le bassin carré est 8 fois plus grand que le rondeau. Les sculptures proches du château sont 3 fois moins hautes que les thermes des grottes. Après avoir franchi le vestibule, on atteint le grand salon, placé sous la coupole. Il est ovale, une innovation pour l'époque qui préférait les galeries. L'idée est directement inspirée par le baroque italien. La décoration est prévue par Charles Lebrun. À gauche du grand salon, les appartements du roi. Fouquet n'a pas lésiné sur les moyens. La chambre du roi resplendit sous les ors où trône un magnifique portrait de Louis XIV. Au plafond de la chambre du roi se trouve une peinture de Charles Lebrun, le triomphe de la vérité soutenu par le temps. Au-dessus des alcôves sont représentés les dieux symbolisant le génie de Nicolas Fouquet, Vertume pour l'abondance, Mars pour la valeur, Mercure pour la vigilance et Jupiter pour la puissance. Lebrun réalise un décor d'une grande magnificence qui représente l'apothéose d'Hercule assis dans un char que guide Mercure et accueilli dans l'Olympe où se préparent ses noces avec Hébé. Le château de Maisons-Laffitte, à l'origine château de Maisons, constitue une référence dans l'histoire de l'architecture française. Il marque la transition entre la fin de l'architecture de la Renaissance tardive et celle du classicisme. Il est construit par François Mansart, qui est considéré comme le principal précurseur de l'architecture classique en France. L'escalier d'honneur, réalisé grâce à la technique de la stéréotomie, encore peu répandue en France dans les années 1640, constitue l'une des pièces maîtresses du décor du château. Pour accentuer l'aspect grandiose de cet escalier, François Mansart l'a couvert d'une coupole surmontée d'un lanternon. La stéréotomie est l'art de la découpe et de l'assemblage de pièces en taille de pierre dans le but de construire des éléments architectoniques comme des voûtes, des encorbellements, des trompes, des volets d'escalier. Alors que le premier niveau est dépouillé de tout ornement, le palier d'honneur desservant les appartements du roi et de la reine se trouve doté d'un décor très riche réalisé par Jacques Sarrazin et son atelier. L'appartement situé au premier étage à gauche porte le nom d'appartement du roi en raison de sa fonction. Il doit son second nom d'appartement à l'italienne en raison de son couvrement en coupole et fausse voûte et non en poutre et solive dit plafond à la française. Cet appartement se compose de 6 pièces. Une grande salle dite salle des gardes ou salle de bal, une antichambre dite salon d'Hercule, une grande chambre de parade, un cabinet de toilette, un grand cabinet dit cabinet à l'italienne et un petit cabinet dit cabinet au miroir. L'hôtel Lambert est un hôtel particulier situé dans l'île Saint-Louis, au numéro 2 de la rue Saint-Louis en Lille, dans le 4e arrondissement de Paris. Il doit son nom à son commanditaire, le secrétaire de Louis XIII, et a été construit en 1640 par Louis le Vau, que l'on retrouve à Vaux-le-Vicomte et à Versailles. La façade, la rotonde et le jardin sont parmi les plus remarquables de l'architecture de Louis le Vau. Charles Lebrun y peignit les peintures de la galerie d'Hercule et de différents cabinets, cabinet des Muses, cabinet de l'amour. Les peintres Charles Lebrun et Eustache Le Sueur travaillèrent 5 ans à décorer l'intérieur. On doit à Lebrun sa première œuvre monumentale, la Galerie d'Hercule, qui annonce la Galerie des Glaces à Versailles. Le cabinet de l'amour, décoré en 1646, comprenait un lambris dans lequel étaient enchâssées des peintures sur toile. Le soubassement et le plafond étaient consacrés au thème de l'amour. Eustache Le Sueur peint aussi pour le cabinet des Muses 5 panneaux représentant les 9 muses évoquant les arts. À partir de 1664, Louis XIV fit aménager Versailles de façon à pouvoir y passer plusieurs jours avec son conseil et les membres de la cour. Louis le Vau tripla la surface du château qui fut décoré avec beaucoup de luxe en déclinant le thème du soleil omniprésent à Versailles. Versailles représente le summum de l'architecture européenne et des châteaux, non seulement par sa taille, son faste et la modernité de sa conception, mais aussi et surtout parce qu'il met parfaitement en scène le pouvoir absolutiste. Versailles, c'est le symbole du pouvoir intemporel.
C'est la résidence du roi Soleil dont la vie et les actes servent d'exemple. L'architecture et la décoration picturale de ce château rendent compte de ce pouvoir. Le jardin de Versailles, particulièrement apprécié par Louis XIV, fut orné de sculptures de Girardon et de Lehongre. En 1665, les premières statues sont installées dans le jardin et la grotte de Tétis construite. 2 ans plus tard, commença le creusement du Grand Canal. Plus encore que l'architecture végétale et les bosquets, l'eau sous toutes ses formes est l'ornement privilégié des jardins conçus par le nôtre. L'eau en cascade de certains bosquets, l'eau jaillissante des fontaines, l'eau calme des vastes nappes qui reflètent le ciel et la lumière, tel le parterre d'eau ou le Grand Canal. Aux 4 carrefours des principales allées, des bassins aménagés sont consacrés aux 4 saisons. Le bassin de Flore pour le printemps, le bassin de Cérès pour l'été, le bassin de Bacchus pour l'automne et le bassin de Saturne pour l'hiver. La galerie des glaces est baignée par une lumière qui entre par 17 grandes fenêtres et se reflète dans les miroirs sur un mur opposé. La galerie exalte tout au long de ses 73 mètres les succès politiques, économiques et artistiques de la France. Par leur dimension et par leur nombre, les 357 miroirs qui ornent les façades faisant face aux fenêtres attestent que la nouvelle manufacture française de glace est capable de ravir à Venise le monopole des miroirs. La mise en scène du pouvoir a rarement atteint un tel degré d'ostentation. C'est ainsi que le doge de Gênes, les ambassadeurs de Siam, de Perse et de l'Empire ottoman durent traverser toute la galerie sous les yeux de la cour pour parvenir jusqu'au roi. Les 30 compositions de la voûte peintes par Lebrun illustrent l'histoire glorieuse de Louis XIV durant les 18 premières années de son gouvernement personnel. Le plafond en coupole représente au centre la France armée, assise sur un nuage et entourée de victoires. Un portrait de Louis XIV orne son bouclier. Dans les voussures sont représentés ses 3 ennemis vaincus. L'Allemagne à genoux avec un aigle, l'Espagne menaçante avec un lion rugissant et la Hollande renversée sur un autre lion. La 4e voussure représente Bellone, déesse de la guerre, en fureur entre la rébellion et la discorde. Le salon de l'Abondance est un salon situé dans le grand appartement du roi, au 1er étage du château. Accessible depuis le salon d'Hercule, il ouvre l'enfilade des salons du grand appartement du roi et communique avec le salon de Vénus. Le plafond, peint par René-Antoine Ouasse, représente un ciel nuageux, dominant une balustrade en trompe-l'œil qui surplombe chacun des 4 murs. Aux 4 angles de la pièce figurent 4 dieux de la mythologie romaine, Neptune, Thétis, Pluton et Minerve. Un personnage coiffé d'un turban et brandissant un encensoir représente l'Asie. Au centre du plafond, une allégorie de la magnanimité laisse tomber des trésors d'une corne d'abondance. À sa gauche, la figure portant une palme pourrait être la magnificence royale, et celle portant sur un plateau les attributs des arts représente le progrès des arts. Le style Louis XIV, aussi appelé classicisme français, est le style d'architecture et d'art décoratif destiné à glorifier le roi Louis XIV et son règne. Il a comporté la majesté, l'harmonie et la régularité. Il est devenu le style officiel sous le règne de Louis XIV, imposé aux artistes par l'Académie royale de peinture et de sculpture nouvellement créée. Les principaux architectes de l'époque sont François Mansart, Jules Hardouin Mansart, Robert de Cotte, Pierre Lemuet, Charles Perrault et Louis Levaux. De toute l'enfilade, le salon de Vénus présente le décor le plus baroque. C'est le seul endroit où Lebrun a fait dialoguer architecture, sculpture et peinture, tantôt réelles et tantôt feintes. Les pilastres et colonnes de marbre sont repris dans les perspectives peintes par Jacques Rousseau et 2 statues en trompe-l'œil de côté des fenêtres répondent à la figure de Louis XIV par Jean Varin. Dans l'Antiquité grecque, la déesse de la chasse, Diane, sœur d'Apollon, le dieu du soleil, était associée à la lune. La partie centrale du plafond, exécutée par Gabriel Blanchard, représente Diane, présidant à la navigation et à la chasse. La chapelle royale, réalisée par Jules Hardouin Mansart, puis après sa mort par Robert de Cotte,
emprunte à l'architecture gothique son élévation, ses grandes verrières et ses contreforts. Dédiée à Saint Louis, saint patron du roi et ancêtre de la maison royale, la chapelle par son allure générale fait écho à la Sainte-Chapelle de Paris qu'il avait fondée. La puissante colonnade qui règne au premier étage s'inspire ostensiblement de l'Antiquité. Le plafond de la voûte qu'Hardouin-Mansart a voulu sans aucun arc doubleau pour en faire une surface entièrement unie est consacré à la Sainte Trinité. Au centre, Dieu le Père dans sa gloire par Antoine Coipel, dans l'abside la résurrection par Charles de la Fosse et au-dessus de la tribune royale la descente du Saint-Esprit par Jean Jouvenet. Dans la lignée des églises baroques, la façade de la chapelle Sainte-Ursule de la Sorbonne présente 2 rangs de colonnes superposées d'ordre corinthien et d'ordre composite, bordées à l'étage par 2 volutes. Elle est ornée de 4 niches comportant chacun une statue, dans le haut à gauche saint Thomas d'Aquin, à droite Pierre Lombard, en bas Bossuet à droite et Gerson à gauche. En 1622, Richelieu chargea son architecte Jacques Lemercier de reconstruire le collège de la Sorbonne, construit initialement dans un style gothique afin de répondre aux exigences et au goût de l'époque. Pour donner plus d'ampleur au projet, on abandonna le système des cours jumelles au profit d'une grande cour unique. Celle-ci prit rapidement des proportions monumentales, recouvrant tout l'espace jadis occupé par le collège de Calvi. Dans le chœur se trouve le tombeau du cardinal de Richelieu par Girardon. Il se compose d'une vasque de marbre blanc sur laquelle repose le corps du cardinal soutenu par une figure de la religion. Dans l'amphithéâtre Liard, anciennement salle des doctorats, se déroulent publiquement des soutenances de thèse et de doctorats ès-lettres. Au fond, un portrait de Richelieu par François Chômeur. Le plafond en stuc est réalisé par Legrain, et la peinture sur toile est de Chômeur. Un candidat se présente devant la vérité, entouré de la philosophie, de la science et de l'histoire, figurés sous les traits de déesse. L'Hôtel des Invalides est un immense complexe architectural conçu par Libéral Bruant et Jules Hardouin-Mansart. Il est l'un des chefs-d'œuvre les plus importants de l'architecture classique française. Le roi Louis XIV souhaitait, comme ses prédécesseurs, assurer aide et assistance aux soldats invalides de ses armées, pour que ceux qui ont exposé leur vie et prodigué leur sang pour la défense de la monarchie passent le reste de leurs jours dans la tranquillité. Le plan général de l'édifice créé par Jules Hardouin-Mansart est simple. Une croix grecque inscrite dans un plan carré. Chacune des façades extérieures est composée de 2 ordres superposés, soulignés par un porche surmonté d'un fronton triangulaire. Elle est couronnée d'un dôme surmonté d'un lanternon de 100 cm de haut. Le dôme est posé sur un haut tambour à 2 étages orné de hautes fenêtres. C'est à ce niveau que la très grande rigueur classique de l'architecture évolue sensiblement. Les formes se compliquent plus on s'élève dans la hauteur, d'une architecture à structure carrée au sol, surmontée de frontons triangulaires, on passe insensiblement à des formes complexes où les courbes dominent peu à peu en s'élevant, tambour, volute, dôme, oculi. L'œuvre de Charles de la Fosse représente Saint Louis dans la gloire, présentant ses armes au Christ en présence de la Vierge et des anges. Au centre de cette voûte céleste, Dieu et la Vierge sont entourés d'anges musiciens. Le roi Saint-Louis symbolise l'alliance parfaite du trône et de l'autel. Pour Louis XIV, Louis IX incarne également le roi de justice et le roi croisé. L'épée qu'il remet victorieusement au Christ est celle avec laquelle il a combattu les infidèles. Avec cette œuvre, de la Fosse rappelle l'origine divine de la royauté qui est, avec l'hérédité, l'une des 2 sources de la légitimité monarchique. Le premier étage du tambour est entouré de contreforts qui supportent la double coupole en pierre à l'intérieur. Ces contreforts, inspirés de ceux de Saint-Pierre de Rome, sont intercalés avec de hautes fenêtres aux linteaux courbés. Ils ont chacun orné de 2 colonnes géminées, comme pour les entrefenêtres où il n'y a pas de contrefort. Des petites volutes typiquement baroques complètent ces contreforts à la base du 2e étage du tambour, à l'image de la Salute de Venise. Le Collège des 4 Nations est situé sur le quai Conti, en bordure de la Seine face à la passerelle des Arts.
En 1661, le cardinal Mazarin demande la fondation sous Louis XIV d'un collège destiné à l'instruction gratuite de 60 gentilshommes des 4 nations réunis à l'obédience royale qui sont l'Artois, l'Alsace, Pignerol et le Roussillon, avec la Cerdagne. Colbert charge alors Louis le Vau de dresser les plans du collège au niveau de la cour carrée du Louvre, de l'autre côté de la Seine. Le bâtiment, réalisé par Louis le Vau, premier architecte du roi, est composé d'une chapelle à coupole encadrée par 2 ailes en quart de cercle terminées par 2 pavillons. L'église Saint-Sulpice est une église paroissiale catholique située dans le quartier de l'Odéon, dans le 6e arrondissement de Paris. En 1660, Daniel Guittard, architecte du Grand Condé, donne le plan de l'église, une adaptation des plans de Gamard et de Levaux. Il choisit l'ordre corinthien. La façade occidentale est construite sur des plans novateurs de Giovanni Servandoni, en rupture avec le style du reste du bâtiment. Ce projet de façade se veut une réaction néoclassique à la tradition baroque, appelée parfois style jésuite, illustrée par l'église de Gesù à Rome. Il comprend 2 vastes portiques à l'antique superposés, le rez-de-chaussée d'ordre dorique et le supérieur d'ordre ionique, unissant les bases des tours. Ces 2 portiques, percés chacun de 7 arcades, supportent un vaste fronton triangulaire et aux extrémités de cette façade s'élèvent 2 tours d'environ 70 mètres, plus hautes que celles de Notre-Dame. Entre les 2 tours, un péristyle donne accès à l'église. Il est orné au-dessus des portes de 7 panneaux sculptés par Michel-Ange Solt en 1750, représentant alternativement les vertus théologales charité, foi et espérance, et cardinales justice, force, tempérance et prudence. Je ne peux terminer ce rapide tour d'horizon sur cette époque du classicisme français sans parler de la musique baroque qui prit une importance considérable sous Louis XIV. L'ère de la musique baroque débute symboliquement en Italie avec l'opéra de Claudio Monteverdi, l'Orfeo, 1607, et se termine avec les contemporains de Jean-Sébastien Bach, Handel, Jean-Philippe Rameau et Telemann. Le style baroque se caractérise par l'importance du contrepoint, puis par une harmonie qui s'enrichit progressivement, par une expressivité accrue, par l'importance donnée aux ornements, par la division fréquente de l'orchestre avec la basse continue. Les Indes galantes est le premier en date des 6 opéras de Jean-Philippe Rameau. Il est composé d'un prologue et de 4 entrées sur un livret de Louis Fuselier. Jean-Baptiste Lully, compositeur et violoniste de la période baroque, surintendant de la musique sous Louis XIV, compose Armide, qui est une tragédie en musique sur un livret de Philippe Quinault. Claudio Monteverdi, qui lui est un compositeur italien, composa entre autres le Retour d'Ulysse dans sa patrie, drame musical en un prologue et 3 actes sur un livret de Giacomo Bodaro basé sur la fin de l'Odyssée d'Homère. Le ballet royal de la nuit est un ballet de cour de Isaac Bensarad et une musique d'un collège de compositeurs dont Jean-Baptiste Lully. Créé pour la première fois à Paris au Petit Bourbon le 23 février 1653, le roi Louis XIV, alors âgé de 15 ans, y jouait le dieu Apollon. Dans ce ballet, il apparaît sur scène par une trappe, il est habillé tout en or et représente le soleil. Il danse avec d'autres seigneurs qui représentent les planètes qui tournent autour de lui. Dans ce ballet, il démontre sa puissance. Voilà ce rapide tour d'horizon consacré au classicisme français. Évidemment, tout cela mérite d'être approfondi dans un vrai cours d'histoire de l'art.